Bonjour, c'est Georges pour Trop de questions. Petit message pour vous dire que j'ai maintenant une page Utip qui se trouve dans la description et que tout soutien sera le bienvenu. Voyez ça comme un chapeau à la fin d'un plateau. Mettez ce que vous voulez si vous avez envie de filer un peu d'argent à un jeune créateur de contenu, faites-vous plaisir. Et si vous voulez pas mettre de l'argent, rappelez-vous que j'ai toujours pas mes papiers. Voilà, bonne écoute. Ok. Bon, Hey. j'avais très envie de t'interviewer. C'est vrai? Ouais, parce que tu fais partie de ces personnes où je t'ai vu sur scène et j'ai eu une sorte de crush sur ce que tu fais. Et je me dis, je veux trop être sa pote en vrai. Enfin, je veux trop être son pote. Ça peut être trop cool. Trop chou. C'est gentil, écoute, ça me Mais- flatte beaucoup. Mais du coup, comme son idée, c'est qu'on se connaît pas tant que ça au final. Non. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton parcours déjà. Ah bon? Ah, Comment ça y tu est. t'appelles et tout. Bah ouais, Faut que je me présente, quoi. t'as déjà comment- fait des interviews ou des podcasts? Non, jamais, c'est mon C'est pour premier. ça. T'es ma première, t'es mon premier. You're my first. Écoute, oui, j'avoue. Et d'ailleurs, j'ai un petit coup de. Enfin, je suis un petit peu stressée quand même. Mais y a pas de problème, tu peux prendre le temps, tu peux hésiter, tu peux te dire je me suis trompé, j'avais envie de revenir sur un truc, y a pas de souci. Ok. Donc, tu me demandes de me présenter en fait. Ouais, de ce que tu fais. Parce que en fait, genre, ça faisait pas longtemps que je te voyais dans le circuit du stand-up, genre ça fait même quelques mois. Ouais, même pas, je pense. Mais j'ai l'impression que t'as quand même un gros bagage. Ouais, parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'en fais. Ok. Ça fait longtemps, mais par intermittence. D'accord. Donc j'ai commencé, si tu veux, j'ai compris que je voulais faire du stand-up, je pense que c'était vers 2016. Ok. Donc ma première scène, elle date de 2016. Ok. Je suis montée sur scène, même tu vois, je crois que ça n'existe plus, c'était au-dessus du théâtre du gymnase, il y avait une scène, je sais pas si tu l'as connue. Moi je connaissais en dessous le théâtre du gymnase où il y a une petite salle genre de 200 personnes à peine. Mais au-dessus ça me dit rien. Au-dessus, il y avait un truc qui était encore plus petit. Et j'avais commencé là, c'était grave stylé comme endroit. Mais je crois que ça a fermé. Et C'était quoi? C'était un open mic ou c'était ouais, genre c'était un open mic, ouais. Ils te prenaient comme ça, même sans savoir ce que tu faisais et tout. Et après, ils te demandaient de revenir si tu faisais des trucs cool. Ok. Ma première était cool, ma deuxième était beaucoup moins cool. Comme plein de gens, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est un truc que j'ai fait par intermittence parce que j'avais très peur de monter sur scène en fait. Alors que je suis comédienne. Hein. Ok. Mais j'avais été un peu traumatisée par une expérience de théâtre parce que j'ai fait le cours Florent. Ah oui, les fameux. Ouais. Non, en vrai, j'ai un peu de son de cloche sur le cours Florent. Il y a des gens qui me disent que c'est incroyable. Bah, j'ai rencontré quelqu'un qui était en cours Florent en comédie musicale et qui me disait que c'est très très cool. Mais c'est vrai que genre c'est un peu au petit bonheur de la chance où tu peux tomber sur des profs qui sont géniaux comme d'autres qui vont te détruire moralement. Ouais, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Yes, c'est tout. Surtout qu'en fait, je me rends compte que je suis pas forcément quelqu'un qui aime apprendre. Enfin, si, j'adore apprendre. Non, ça va, c'est pas du tout ça, mais il y a un truc où j'ai besoin d'être en confiance et dans un milieu hyper bienveillant. Et si mon milieu il est pas bienveillant, ça peut vite me détruire. Ouais. Et j'ai fait 3 ans là-bas, en fait, je suis arrivée. Mais T'as tenu 3 ans quand même. Ah ouais, j'ai fait les 3 ans, mais moi en fait, je voulais être comédienne depuis que je suis gamine. Ouais. Et je monte sur scène depuis que je suis enfant. Hein. Ok. Mon premier souvenir de vie, c'est des coulisses de théâtre. Ok. Ouais, bon, il y a eu une petite coupe parce que il y avait du bruit. Et c'était un peu gênant. Bref, donc on disait, ouais, donc t'as tenu 3 ans dans les cours Florent et tu voulais devenir comédienne depuis que t'es petite. Ouais. Et ouais, c'est-à-dire que c'était pas un cercle bienveillant. Enfin, c'était pas une manière d'apprendre qui est bienveillante selon toi. Ça dépend en fait, je pense effectivement du prof sur lequel tu tombes, des gens sur lesquels tu tombes, ta classe quoi. Moi je suis arrivée en première année, c'était super. Ma première année était trop cool. J'étais vraiment dans une classe hyper bienveillante, on sortait, on faisait la teuf, on s'aimait tous un peu. Et puis plus tu grimpes dans les cours Florent, moi c'est ce que j'avais ressenti, plus il y a de la pression parce que tu prépares les concours de conservatoire, les trucs comme ça. Et plus moi je me suis sentie mal à l'aise parce que je me suis retrouvée, j'ai fait des mauvais choix de classe. En fait j'ai choisi consciemment un prof qui était méchant. Et je me suis dit, tiens, comme ça va me bousculer. Okay. Et je me connaissais pas beaucoup à cette époque parce que j'étais très jeune, hein, j'avais genre la vingtaine. Et c'était il y a combien de temps tout ça? C'était au moins 10 ans. J'ai 33 ans là. Ok. Donc il y a 13-14 ans, ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. Et du coup, je me suis perdue dans ce que je disais. Donc t'as choisi consciemment un prof qui était, potentiellement... qui disait prenez de la coke, vous couchez pas.
Dormez pas. Moi, je dors 3 heures par nuit. Moi, clairement, j'ai besoin de 8 à 9 heures par nuit. Quel enfer. Ouais, c'était un enfer. Et la classe était super méchante. Enfin, méchante, je sais pas, ils s'entendaient très bien entre eux, mais moi, c'était pas mon univers. C'était pas mes gens, tu vois. C'était vraiment plus... Est-ce que t'as vu des gens émerger de cette classe? Écoute, pas de cette classe en particulier, non. Ouais. D'ailleurs, entre guillemets, ça me rassure. Je souhaite pas le mal des gens, mais Ouais, je me non, dis, mais- quand t'es pas bienveillant, forcément, derrière... Après, il y en a qui font des trucs, hein. Je pense, mais émerger, non. Mais par contre, j'ai une personne dont je me souviens très bien du cours Florent, c'est Pierre Lautin. Ok. On s'était rencontrés dans le cadre d'un atelier où juste une fois on avait partagé la scène ensemble. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir joué avec lui, mais en tout cas j'étais dans sa classe à un moment donné et on a parlé et c'était vraiment la personne la plus gentille du monde. Bon. Et ça m'avait trop rassurée. Je sais pas Ok. si tu vois, donc tu vois qui est Pierre Lautin. Pas du tout. C'est le gars des tuches et tout qui fait. Là, il a fait un triomphe avec Cadmerade. Ok. C'est un acteur, un blondinet. Ouais, je crois. Ok. Qui Ok. est excellent comédien. Et D'accord. franchement, plus t'es bon, j'ai l'impression plus t'es gentil. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, Ouais, lui, il avait été trop c'est ça. cool. Enfin, moi, je pense que. Enfin, je suis vraiment dans l'état d'esprit où ce que dit Lena Situation, qui est une influenceuse, c'est que la gentillesse apporte la gentillesse et que De ouf. c'est le bien-être qui te fait progresser, mine de rien, quoi. Bah ouais, bien sûr. Quand t'es pas bien. Moi, franchement, j'ai arrêté le théâtre après. Alors que c'est Ouais. vraiment un truc que je voulais faire depuis toujours. Quand je suis arrivée au cours Florent, j'étais pas mauvaise comédienne, tu vois. Mhm. J'étais même plutôt bonne, je pense. Et je suis partie de là, je savais plus jouer. En fait, moi, j'ai fait le cours à l'envers. je suis arrivée bonne, je suis sortie mauvaise. Mais c'est horrible parce que je me dis, ces gens-là, ils ont une carrière. Il y a forcément des gens qui pensent que cette pédagogie, elle fonctionne. Du coup, ça doit marcher pour certaines personnes. Mais il y a des gens pour qui ça marche, il y a des gens qui se sentent à l'aise. Mais je les connais pas, j'arrive pas à les trouver, ces gens-là. Je sais pas. Je pense qu'après, tu vois, être comédien, je sais pas si ça s'apprend, mais je pense que le cours Florent, ça sert à rencontrer des gens, à te créer un réseau. Ça te sert surtout à ça. Il y a des gens qui sortent du cours Florent et qui font des trucs. Regarde Pierre Lautin. Ouais. Mais ouais, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai arrêté. Je pouvais plus jouer. J'étais bloquée à la nuque et je pouvais plus même bouger sur scène. Et Ok. j'étais devenue mauvaise. Et même les gens disaient que j'étais mauvaise. Quel enfer. Ah, c'était affreux. Et t'as réussi à soigner ça? Ben, j'ai arrêté pendant 5 ans, je crois. Ok. J'ai fait de la prod. Ok. Je Ouais. suis passée de l'autre côté. J'ai fait assistante réelle aussi. Ok. J'ai fait plein de petits trucs derrière parce que j'ai toujours été passionnée de tout ce qui était artistique, quoi. Et ensuite, ben voilà, je suis revenue à ça parce que j'ai rencontré une nana pour qui j'avais été assistante réelle. Mhm. Elle était réalisatrice. On faisait des essais cam et donc je faisais juste doublure. Ouais. Et elle m'a dit, mais meuf, mais tu joues ou pas? Je dis, ben anciennement je jouais. Elle dit, mais meuf, c'est génial ce que tu fais, t'as un sens du comique et tout. Elle me disait ça. Et là, du coup, ça m'a redonné confiance et petit à petit, je suis revenue à jouer. Et donc là, on est de retour en 2016. Tu Là, remontes sur scène. Non, on est même avant. J'ai mis longtemps avant de revenir sur scène et de comprendre que je voulais faire du stand-up. Après, j'étais dans le milieu de la télé Ouais. et j'ai découvert le métier de chauffeur de salle. Ouais. Et je me suis dit, tiens, T'as fait ça pour quelle émission? j'ai fait ça pour... Alors, j'ai commencé, c'est pas glorieux. J'ai commencé, mais vraiment par hasard. J'ai commencé chez Zemmour et Nolo. Yes, ouais. Ok. Ils avaient besoin d'une chauffe, Zemmour et Nolo? Bah, en fait, figure-toi, j'étais sur un tournage parce qu'en fait, je travaillais chez Nagui. Ok. J'étais à la prod chez Nagui. Je faisais assistante administratrice de production. Ça veut dire que je faisais des photocopies. Et j'allais sur tous les plateaux. Ouais. Et je faisais signer les contrats à tous les intermittents. Donc tous les plateaux de Nagui. N'oublie pas les paroles, tout le monde prend sa Ouais, place. ouais, je vois. Moi, je passais les pauses déj à faire signer des contrats à genre 200 intermittents par jour, quoi. Enfin, Ok. j'exagère peut-être un peu, mais beaucoup de monde. Ouais. Et là, un jour, j'ai rencontré au catering, donc à la cantine du truc. Et j'ai entendu les meufs. Il y a des meufs qui placent le public. Il y a des entreprises Ouais. qui travaillent pour placer le public. Ouais, ouais. Donc c'est la nouvelle image, là, en l'occurrence. Je les entends parler. Elles disent, putain, notre chauffeur de salle, il s'est barré. On est dans la merde et tout. Et moi, je venais de faire un truc la veille, parce que j'étais très malheureuse là-bas. Mhm. Et là, je me sentais assez confiante ce jour-là, parce que pendant tout le week-end d'avant, j'avais fait, tu sais, le court-métrage 48 heures pour faire un Ouais, court-métrage. ouais. J'avais fait ça avec une équipe, ça avait été super cool. Du coup, j'étais Mais t'étais hyper bien. T'étais en prod ou t'étais en actrice là? J'étais Sur en le court. assistante réelle encore, ouais. Ok. J'étais encore en prod, j'étais pas encore, tu vois, dans Ouais, ce je vois. truc où j'osais. Et d'ailleurs, même sur ce tournage, je me souviens que la nana m'avait dit, mais toi, t'es pas actrice. Et je l'avais un peu mal pris, tu vois. Je m'étais dit, mais en fait, tu me connais pas, donc Ouais. tu sais rien, en fait. Et souvent, les gens, ils te jugent, ils savent pas quitter. Et voilà. Et souvent, d'ailleurs, je me laisse vite toucher par ce qu'on me dit, mais bon, j'apprends avec l'âge et avec le temps à m'en foutre, en fait. Et du coup, on avait fait ce truc. Et là, sur le catering, ils disent on n'a pas de chauffeur de salle. Je suis arrivée, mais en conquérante. J'ai dit mais moi, prenez-moi, je suis comédienne, je peux trop faire la chauffe. Et c'est là qu'elles m'ont dit bah écoute, c'est pour Zemmour et Nolo. J'ai dit merde.
Mais bon, j'ai fait quand même, j'ai pas fait longtemps, parce que quand même, je me respecte. Et derrière, très vite, j'ai fait d'autres trucs. J'ai fait la chauffe pour Slam, un petit peu. Ouais. J'ai pas trop aimé non plus. J'ai fait la chauffe pour Question pour un champion. Ça va, c'était tranquille. À l'époque Samuel Etienne ou... Ouais, l'époque Samuel Etienne, quand il commençait. Ok. Et après, en fait, je me suis mise dans une petite niche. Je suis devenue chauffeuse de salle de Drucker. Ok. Et comme ça, grâce, pareil, aux filles qui plaçaient le public. Mais ça reste du beau monde que t'as fréquenté, mine de rien. Bah oui, c'est pas mal. Surtout Drucker, tu vois. Ok. C'est-à-dire que tu t'interagissais avec tous ces gens? Bah oui, enfin avec avec Drucker et toute l'équipe, ouais, bien sûr. Okay. Je venais aux répétitions, j'assistais aux répètes, je faisais doublure lumière parfois et tout. Et puis j'étais la chauffe, quoi. Donc je suis devenue officiellement sa chauffeuse de salle il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Ok. Et tout ça, c'est un milieu que t'as arrêté? Ouais, parce que déjà, Drucker, il prend plus de. À moins que je sois pas au courant, mais il prend plus de chauffe. Parce qu'avec le Covid, il s'est dit, bon, allez, c'est bon. Marre, j'imagine, je sais pas, je me mets à sa place, je me dis que ça roule bien sans public, et honnêtement je pense que je le fatiguais sur la fin. Je pense qu'il se fatigue aussi un peu tout seul, hein. Peut-être, et même moi il venait me voir, il me disait Natacha, vas-y, fais-en moins là, parce que en fait quand je suis arrivée j'étais toute timide, ouais. Et du coup il cherchait quelqu'un de tranquille sur le plateau, et au départ j'étais super tranquille, tu vois, j'étais impressionnée d'être sur un plateau, le plateau de Drucker et tout. Mais après 3-4 ans, j'avais trop pris mes aises, donc je disais des conneries. Je disais Michel Drucker arrive, il fume un joint dans les loges. Enfin, je sortais de la merde, et je pense que c'est trop marrant. Là, ça faisait rire les intermittents. Même les gens de la prod, ils venaient me voir, ils me disaient ah, c'est cool ce que tu fais. Mais Drucker, il en pouvait plus, je crois. Une fois, il m'a entendu dire il met ses chaussettes. Il a dû se dire mais meuf, tu me respectes pas. En plus, franchement, à un moment donné, le public de Drucker, c'était devenu le mien, quoi. J'étais là, j'avais l'impression que il y avait quand même 150 ou 180 personnes dans la salle, tu vois. C'était que des vieux, hein, je suis d'accord. Ouais. La plupart, c'était des vieux. Bon, il y avait aussi des gens un peu jeunes, tu vois. Mais clairement, à un moment donné, je faisais des photos, enfin, je pétais un câble. J'ai pété un câble, quoi. Ça m'est monté à la tête. Ce serait trop marrant que t'arrives à faire l'émission de Drucker. Genre que t'arrives à repercer et dire, hey, j'accueille mon ancienne chauffeuse de salle et tout. Ah, ce serait énorme. Franchement, j'y ai pensé quand j'étais là-bas. Ouais. Je pense qu'il serait déjà mort quand je vais percer. Je le souhaite pas. On le souhaite pas, ou alors on souhaite de percer vraiment vite pour le coup. Bah de ouf. Mais bon, c'est un métier qui prend du temps, je pense. Et j'essaye de travailler sur ma patience. Mais moi, je trouve ça trop cool. En vrai, je vais me lancer des fleurs, mais je trouve ça trop cool le podcast que je fais, parce que du coup, genre, il y a des gens qui vont. Il est écouté que par des gens du stand-up, ce podcast. Très peu par le grand public. Si vous êtes du grand public, lâchez un commentaire, que je vois que vous existiez, mais vraiment, genre, il y a très peu de personnes qui. Je vois les chiffres, ça dépasse pas les 50-100 vues des fois pour la plupart. Ouais, c'est et normal, c'est vraiment 50-100 personnes que je connais déjà. Mais moi je trouve ça trop cool d'offrir cette histoire là à des gens. Genre jamais je me serais douté que je faisais des fans sur Drucker. Ça me termine de rire en vrai. Ouais, je te jure, franchement, il y a des fois c'était honteux. J'avais aucun respect, hein. Même déjà il me tutoie Drucker. Ouais. Normal, tu vois. Ouais. Mais nous, on est censé le vouvoyer, et c'est un truc que je ne sais pas faire quand tu me tutoies. J'arrive pas à te vouvoyer, ça sort naturellement en fait. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est plus une marque de respect, genre le tutoiement, parce que c'est. Enfin, moi, j'ai beaucoup plus de respect et d'affection et d'estime pour les gens qui je me sens proche. Et genre, le tutoiement, ça met une proximité, c'est pour te dire, hey, tu es dans mon cercle, bienvenue. Ouais, ouais, ok, moi, je vois ce que tu veux dire. Conscientise comme ça plus. Après, moi, j'ai été élevée dans respect des anciens, respect du. Mais en fait, c'est un truc que j'arrive pas à mettre en place, quoi. Ouais, je trouve ça pas logique. En fait. Non, c'est pas logique. Bah, en tout cas, si tu me vouvoies, je te vouvoie. Mais si tu me tutoies, je peux pas te vouvoyer, je n'y arrive pas. Ouais, ok. Ouais, je comprends. Bon, bah, du coup, il y avait des fois, ça manquait un peu de. J'étais là, ouais, Michel, vous. Ah oui, ok. Parce que c'est peu, pas un truc, du coup, t'assumais le tutoiement, c'est genre un truc, c'est ça m'échappe et ça met mal à l'aise. Bah oui, parce que t'es pas censé le tutoyer. Après, il est très sympa, hein, Michel Drucker est très bienveillant et tout. Franchement, c'est un plateau que j'ai bien aimé faire parce que voilà, j'ai besoin d'évoluer dans des milieux bienveillants. La télé, c'est pas toujours bienveillant. Ok. Et chez Drucker, c'est quand même le plateau où je me sentais le plus à l'aise et le plus heureuse d'aller travailler, quoi. Ok. Du coup, tu quittes le monde de chauffeuse de salle et tu te mets à monter sur scène, mais toute seule cette fois. Ouais, et en fait, en parallèle de la chauffe, je commence à monter sur scène parce que je me rends compte que je fais des impros sur la chauffe qui sont parfois cool, que je m'amuse, en tout cas que le public me galvanise, quoi. La présence des gens, je suis une pile électrique, quoi. J'adore. Okay. Mais du coup, est-ce que tu récupérais certaines impros que tu jouais après devant des gens ou comment ça fonctionnait ? Non. Genre de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu racontes à des gens, genre tes premières scènes et même jusqu'à aujourd'hui ? Genre comment est-ce que tes textes ont évolué ? Qu'est-ce que ton propos il a changé ? Parce que j'ai vu que tu faisais des 30-30. Ouais. Enfin, que tu avais au moins 30 minutes de spectacle que tu rodais au moins.
Et qu'est-ce que tu racontes dans ces trucs-là? Genre, c'est quoi les sujets que Ah, t'abordes? dans mes 30-30. Ouais, qu'est-ce que t'as envie de dire aux gens, quoi? Bah, écoute, c'est un truc que je réfléchis beaucoup d'ailleurs. Je me demande quel est mon propos et ce que je veux raconter à peu près tout le temps. Ouais. Mais quand j'ai commencé, pour répondre à ça, j'ai commencé à parler d'homosexualité. Ok. Parce que c'est ce qui me traversait tout de suite. Ah oui, parce que j'ai fait un an à l'école du One Man Show aussi. Ouais, ok. Un candidateur et tout. Non, c'est autre chose, c'est le théâtre du bout. Le Big Oui, Show, oui, bien et sûr, tout bien ça. sûr, bien sûr. J'étais en même temps qu'Omar d'ailleurs. Enfin, on n'était pas dans la même classe, Omar, mais lui, il DDB? était. Ouais, il était Ok. au cours du soir et tout. Et on se croisait un peu sur les Big Shows, les trucs comme ça. Ok, on reviendra là-dessus après, sinon je vais faire encore un trou de verre que je vais jamais. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Je parlais surtout de ça parce que je trouvais que c'était le sujet le plus facile et le plus récent pour moi parce que je me suis découverte lesbienne tard. Ok. Avant, j'étais avec des hommes et tout, des garçons. Et vers 25, 24, je sais pas, je suis très mauvaise en datation. Mais vers ce moment-là, j'ai rencontré une nana, je suis tombée amoureuse d'elle. Elle n'était pas gay non plus. Du coup, on est sortis ensemble 4 ans, mais elle voulait pas le dire. Donc j'ai commencé ma vie de lesbienne en devant me cacher. Ouais, je vois. C'était un peu chelou. Et donc, en fait, la rupture est arrivée. J'ai commencé à faire le stand-up. Du coup, c'était ce qu'il y avait de plus frais. Donc, j'ai commencé à parler Ok. d'homosexualité. Ok. Et du fait que, tu vois, je racontais des trucs du style c'est bizarre d'être gay et de pas vouloir le dire, c'est que t'es un peu homophobe. Et après, Ouais. je faisais des trucs genre, imagine la difficulté pour elle, quoi. Elle est là, oui, je t'aime, non, casse-toi. Bon, c'était un peu plus cru, c'était plus. Voilà, mais. Ok. Et maintenant, ça, j'ai laissé un peu de côté. J'ai moins besoin d'en parler, mais je pense que ça reviendra un peu, mais dans un petit truc de 2-3 minutes sur le spectacle. Et sinon, de quoi je parle? Je parle de mon père, surtout, beaucoup. Ok. Parce que mon père est flic. Ok. Il est commandant de police. Donc, c'est un homme de pouvoir, tu vois. En plus, il est blanc. Et moi, Ouais. je suis renois, tu vois, comme ma mère. Et du coup, j'essaye de faire des blagues là-dessus, parce que c'est un homme de pouvoir blanc, hétéro, qui est chef de famille. Dans les hauts grades. Dans les hauts grades de la police, parce qu'en plus, on bossait, comment dire, on était en Afrique, donc c'était vraiment un gars qui allait en Afrique dans des pays qui avaient soit vécu la guerre, soit qui étaient un peu instables, soit des trucs comme ça. Ouais, genre l'époque post-coloniale, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, j'essaye de faire un sketch sur mon père qui serait un colon, quoi. Et Ok. moi, petite Guyanaise, parce que je suis de la Guyane, qui essaye de trouver, enfin limite un père raciste, tu vois, mais c'est très compliqué à aborder comme sujet parce qu'il y a des gens, ça les choque, ça les heurte un peu. Après moi, je pense que c'est un peu un avis que j'ai sur mon père, mais j'essaye vraiment, bon, je fais des blagues sur mon père. Ouais. Parce qu'il était un peu pervers narcissique aussi et tout. Donc vraiment, j'essaye de transformer ça en blague. Ok. Et ça marche, hein, il y a des trucs assez marrants, mais j'ai pas encore trouvé tout. De quoi je parle? Je parle de la chauffe, évidemment, je raconte un Ouais. peu le métier de chauffeur de salle. Je parle d'une expérience, mon premier jour de chauffe qui a été un des pires jours de ma vie. Chez Eric Enolo, du coup? Non, chez Drucker. Je parle surtout de Drucker. De quoi je parle? Ah oui, je parle de le sketch que tu avais vu là, tu sais, où je chope une meuf, Ouais. une ricaine. Donc voilà, bon, après ça, c'est pas tellement parler d'homosexualité, c'est plus parler des gens qui chopent salement des gens en Ouais. boîte, tu vois. Ouais. Ouais, en fait, ce que j'ai vu ce truc-là, c'est que c'était genre. C'était genre pas une info indispensable, genre le fait que ce soit une meuf et que tu sois une meuf aussi, que c'était vraiment genre. Le propos, il était juste dans. Ouais, les gens qui chopent sale. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça m'éclate plus que de. Tu vois, souvent, on me dit ah, tu annonces pas que t'es lesbienne, tu vois. D'un coup, je le dis comme ça, mais je pense qu'on n'a pas besoin de s'annoncer ou de faire un coming out, quoi. Enfin, clairement, moi, ça change rien à mon propos, en fait. Que je chope des meufs ou je chope des gars. En plus, j'ai déjà fait les deux. Donc, ça change pas ma vie, en fait. Moi, j'ai plus l'impression que c'est plus les hétéros qui font qui annoncent le fait qu'ils soient pas gays, alors parce qu'ils ont une certaine part de féminité ou qu'ils ont du mal à choper de ça, mais je suis pas gay. Je suis en mode, ouais, les gars, c'est pas le propos. Si tu veux parler que t'es fragile, t'es pas obligé de justifier le fait que tu sois pas gay, ça va Ouais, pas forcément rapport. C'est clair. Puis la vulnérabilité et tout, c'est bien, vaut mieux l'embrasser. Enfin bon. Et voilà. C'est cool. Et c'était c'est quoi, genre, comment dire? Moi, je suis vraiment en quête du message que j'ai envie de parler. Enfin, genre, je vais prendre 5 secondes pour raconter un peu ma vie et là où j'en suis. Ouais, vas-y, C'est parce j'arrête que- pas de parler. Non, mais c'est enfin, c'est moi qui t'interviewe aussi, c'est normal que tu parles. Genre, comment dire? C'est que je suis dans une phase où j'ai pas forcément une grande estime du travail que je produis parce que j'ai l'impression que j'ai rien à dire. Et en réfléchissant, c'est pas que j'ai rien à dire, c'est que j'ai trop de sujets et que j'ai du mal à choisir. Et que j'ai du mal à me dire, ok, ça c'est important, j'ai envie d'en parler, ou j'ai envie d'en parler parce que ça.
Et tu me disais que, genre, par exemple, les premières fois où tu montais sur scène seul, tu parlais d'homosexualité parce que que c'était le plus frais, et qu'au final, t'en parlais un peu moins parce que t'avais moins besoin d'en parler. Est-ce que les sujets que tu traites, c'est les sujets dont justement t'as besoin d'en parler pour les exorciser? Parce que du coup, oui. Je pense. Après, Ok. je dirais pas dire que je fais une psychanalyse sur scène, tu sais, il y a des gens qui disent ça. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, c'est un peu thérapeutique. Et puis forcément, c'est les trucs les plus frais qui m'ont énervé ou qui me touchent, dont j'ai envie de parler. Mais en même temps, je suis un peu dans la même phase que toi en ce moment, où je me dis, mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que vraiment je veux dire? Parce que moi, j'en suis dans l'étape de ma réflexion où enfin, c'est moins j'ai besoin de parler de ça, mais plus je sais quelque chose et j'ai besoin que vous l'entendiez. Est-ce que c'est compréhensible ce que je viens de Ouais, dire? je crois, Pas sûr. ouais. Bah, c'est des choses que tu veux partager, on va dire, alors plus. Ouais, c'est ça. Par exemple, le sujet qui me travaille depuis quasiment toujours, c'est la manière dont on traite les enfants. Où je Ah trouve ouais. qu'on est très irrespectueux avec les enfants de manière générale. Et ça, c'est un truc que j'ai vu, que je sais, et j'ai besoin que les autres l'entendent. Plus que moi, on m'a mal parlé quand j'étais petit et j'ai besoin de le partager. Mais est-ce que c'est pas lié les deux? Est-ce que si t'es touché par comment on traite les enfants, c'est pas parce qu'on t'a peut-être un peu. Bah ouais, on m'a clairement maltraité quand j'étais gosse, mais ça reste des lointains souvenirs qui sont là, mais je suis moins choqué par moi ce que j'ai vécu que par ce que je vois. Ouais. Tu vois? Moi, je Parce pense que. qu'il m'arrivait des dingueries, mais que je vois pas forcément chez les autres. Et c'est vrai que je parle beaucoup du fait de pas avoir de papier, mais comme c'est une dinguerie qui concerne que moi, j'ai du mal un peu plus à l'habiter que si je vois une dinguerie qui est faite par les autres. Genre, je pense que je fonctionne plus à l'empathie que sur ma propre écoute. Ouais, je comprends, ouais. Bah, surtout que quand t'as vécu des trucs, je pense que t'es obligé de te blinder. Tu vois, c'est comme moi avec mon père. Parfois, je me dis, mais attends, mais j'arrive pas à en parler parce que même limite, j'ai presque pas de souvenir de tout ce qui s'est passé. Mmh. Mais je sais qu'il y a quelque chose dont je veux parler. Mais bon, moi, je pars plus de moi et je comprends que toi, c'est un ressenti que tu vois chez les autres. Je comprends. D'ailleurs, en parlant de tes papiers, t'as un extrait date de naissance, Ouais, non, mais j'ai tout ce qu'il faut, c'est juste, c'est chiant. mais t'as l'extrait de date de naissance. Ouais, j'ai. Bah, c'est pas normal, cette histoire. Mais le problème, c'est que sur mon acte de naissance. Bon, ça va être. Allez, encore la parenthèse papier. Petit point papier pour les gens qui écoutent le podcast. Attends, on te le demande souvent. Non, c'est que j'en parle à tous les podcasts. Ah merde, ok, bah Non, mais c'est au moins, genre, les gens, ils voient l'avancée et j'ai besoin d'en parler. J'ai contacté Charles Villa. Kian m'a filé le contact de Charles Villa pour en parler. Il m'a jamais répondu, Charles, mais c'est pas grave. J'ai aussi contacté le Parisien, il faut que je les appelle d'ailleurs. D'ailleurs, j'en profite aussi, petite parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse. Big up à Gohan parce que j'étais censé écrire avec lui, sauf que comme j'ai confondu la date du podcast entre hier et aujourd'hui, bah, j'ai dû annuler la séance. Donc bisous Gohan, je suis désolé. Et moi, je suis censée mais j'ai encore du mal à faire ce step. Je suis censée le contacter aussi pour qu'on écrive un peu ensemble. Ouais. Mais j'ai du mal à écrire avec des gens, j'ai du mal à faire le step. Dans How to Write Funny, le 3e livre, il parle beaucoup de l'intérêt de parler, d'écrire en groupe. Et c'est ce qu'on a appris pas mal au campus du Bravès, justement, d'avoir des vraies séances d'écriture à plusieurs. Et c'est vrai que les séances d'écriture à 4, 5, 6, où genre tu fais la règle du jeu, où tu te lèves pour sortir une punch sur un sujet qui est donné, c'est très très efficace. Ok. Très très efficace. Mais c'est compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut trouver 4-5 potes qui se comprennent autour d'une table au même moment. Et est-ce que ça fait de tes potes tes co-auteurs? Ouais, mais j'ai l'impression que genre tout le monde écrit, enfin personne écrit. Bon, c'est une généralité et par définition elle est fausse, mais genre que la plupart des gens écrivent avec des potes et comme ça c'est juste Natacha, j'ai vu que tu parlais de ça, moi j'ai une idée de vanne, est-ce que tu la prends, est-ce que j'ai une idée à te donner, et c'est juste comme ça, les gens se filent des vannes, se filent des idées juste Ouais, parce que ça ça, fait je suis plaisir. d'accord. Ouais. Et je pense que c'est plus genre provoquer cet état-là que juste d'attendre que le hasard le fasse, quoi. Ouais, ok, je vois. Mais qu'on est tous à peu près les co-auteurs et co-autrices les uns des autres. Ouais, on est tous une équipe, quoi, et qu'on bosse ensemble. Mais est-ce que derrière, parce que la dernière fois, il y a un gars qui est venu me voir, il m'a filé 2 vannes. Ouais. Et derrière, il m'a vu les noter, il a dit putain, bah, faudra que tu me cites et tout. Maintenant, je suis ton co-auteur. Et j'avoue, je l'ai pas très bien pris parce que je me suis dit, attends, gars, moi, je bosse depuis je sais pas combien de temps sur ce sketch. Ouais. Toi, tu me files 2 vannes et tu penses que t'es mon co-auteur. Et du coup, j'ai du mal avec la notion. Enfin, j'ai du mal à trouver. Mais je pense qu'il faut trouver quelqu'un, comme tu dis, quelqu'un qui tu t'entends bien. Et... Je pense que c'est cette personne-là qui, frérot, t'as besoin de reconnaissance, visiblement. Genre, De tu veux pas. ouf. C'est comme, enfin, je sais pas, genre si tu files 2 balles à un mendiant, tu vas pas dire, hey, tu te souviendras de moi, hein. Genre si tu manges, tu fais une petite prière à mon honneur. Je fais, non frère, c'est bon, t'as donné, passe à autre chose, quoi. Je te jure. Surtout qu'il est venu me le donner délibérément, tu vois. Et à un moment donné, derrière, il m'envoie ça. Bon, c'est un peu compliqué de trouver son juste milieu. Mais je pense que je vais me mettre à écrire avec des gens. Je vais appeler Gohan. Gohan, si tu nous entends, j'arrive. Mais je pense, mais c'est vrai que je suis en mal de j'aimerais bien me recréer un crew.
Tu vois, un vrai crew Ouais. où on est genre 4, 5, 6. C'est limite de faire ça en club, l'écriture en club. Ouais, de ouf. Genre se dire, ok, là c'est mercredi après, je vais au club d'écriture et on passe genre. Mais On dirait ouais, un non. petit vieux quand tu Mais dis ça. oui, mais parce que moi je pense que les vieux ils ont raison pour le coup. Mais tu vois, de te dire, ok, c'est mercredi après, mais on est 8 et ça va être 10 minutes par personne, où on est 8 à chercher des vannes pour cette personne. Ah, je kifferais faire T'imagines ça. la puissance des vannes? Ouais, ça peut être très bon. Mais c'est ce que vous faisiez un peu au campus, Ouais. du coup. Ça fait un peu rêver, ça, ouais. Ouais, c'est grave cool. Ouais, ça a l'air bien. Du coup, cette parenthèse-là est fermée. Les papiers, du coup. Les papiers. Les papiers. En fait, mon acte de naissance, c'est justement celui qui a posé problème au début parce que sur mon acte de naissance, il y a la reconnaissance de mon père biologique qui a mis la merde dans tout le problème parce que en 96, droit du sol, ce n'est pas possible pour les enfants nés de parents étrangers. Et le droit égyptien dit que genre t'es égyptien uniquement si ton père biologique te reconnaît. Ok. Mais comme la France ne peut pas laisser de petits apatrides, je mets des gros guillemets, c'est en gros genre on dit que t'es français que tant que tu peux pas prouver que t'es autre chose. Sauf qu'à un moment, mon père biologique, quand il a su mon existence et qu'il avait un héritier mâle dans la nature, il avait à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui, genre 25-26 ans. Il s'est dit, bah, je vais aller récupérer l'héritier mâle. Il y a eu une rencontre entre ma mère et lui, il y a eu un clash. Mais entre-temps, il m'a quand même reconnu à la mairie du 14e, mais il s'est barré en Égypte, sans me faire les papiers égyptiens. Du coup, sur l'acte de naissance, il est marqué reconnu par nanana. Sauf que personne n'avait fait gaffe à ça, et moi, comme j'ai été considéré comme français et que personne, comme l'information n'est pas remontée jusqu'à la préfecture et tout ça, bah, j'ai toujours été considéré comme français. Sauf qu'au moment où je perds ma carte d'identité, ils se sont rendus compte de cette info-là en mode en 98 là, Non, mais ça, ton père biologique il t'a reconnu. Ça me rend ouf. Du coup, t'aurais dû être égyptien. Du coup, tout ce que t'as été, genre tout le fait que tu sois français là, ça aurait jamais dû arriver. C'est une erreur. Tu contreprends. Et si tu veux être français, faut que tu redemandes. Mais c'était dans un... Et tu sais, tu m'en parlais là, tu disais sur scène, on me croit pas. Je pense qu'il faut que tu donnes plus de détails pour qu'on te croie. Parce Mais que si on n'a pas les détails, on peut pas y croire à ton histoire tellement elle est absurde en fait. Ouais. Mais le problème, c'est que. Enfin, j'ai déjà essayé avec des détails et j'essaye de raconter cette histoire-là en 3 minutes pour qu'elle soit efficace. Et jamais j'y suis arrivé. Enfin, Bah si, ouais, j'y c'est suis arrivé dur. en 2 minutes, mais c'était très flou et les gens ils sont restés sur leur faim. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à trouver des blagues entre les explications. Genre, j'en suis encore ça à cette phase où. Déjà, c'est ça, je considère toujours que le sujet, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que le sujet il est toujours un peu grave, je le vis de manière un peu grave. Et je pense que si je veux être bon humoriste, et même si je veux être genre un être humain, genre sympa à vivre, je sais pas, faut que je prenne les choses avec légèreté. J'ai remarqué que j'étais beaucoup plus séduisant le jour où je disais tout, ouais, c'est pas grave, tranquille, chill, que quand je disais, ah non, c'est grave, et que tout pesait, et que je prenais tout à cœur. Et du coup, genre sur scène, quand j'arrivais et que j'avais vraiment que ça me tenait à cœur vraiment très fort et que j'arrivais pas à me détacher de ce truc-là, je bidais de ouf. Ok. Mais je pense que tu peux aborder des sujets qui te tiennent à cœur, effectivement, avec légèreté, mais que quand même, ça peut être des sujets graves, tu vois, Ouais. mais abordés avec légèreté. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment la différence entre la comédie et la tragédie. C'est à quel point, genre, tu considères que la chose dont tu parles est grave. Tu vois, genre, je peux raconter. Tu vois, si je raconte une de mes aventures et qu'elle est grave, ça devient de la tragédie. Si je raconte une de mes aventures, mais que c'est ok, personne en souffre, ou alors que les gens en souffrent, mais c'est ok, les gens ils s'en remis, ça devient de la comédie. Ouais, c'est Parce que ça, c'est des faut que petits tu en détails, aies quoi. souffert, mais que tu t'en sois remis, en fait. Ouais, j'ai toujours le seum. J'ai un seum profond parce que vraiment tous les mois, je découvre un truc sur WAM. Genre. Bah, genre. Alors, ouah, ça devient très perso tout ça. Bah mais moi, Ok, c'est ce bah. qui me faisait le plus peur avec ce podcast. Moi, je suis toujours très perso. Ok. Bah, très vite fait, mais en gros, quand j'étais petit, genre, en fait, le pourquoi est-ce que ça a été la merde au début de mes papiers, c'est parce que j'ai passé 1 an sans papier, parce que ma grand-mère était malade et ma mère elle a accouché en France, puis elle m'a laissé à du coup sa tante qui m'a amené dans un couvent parce que ma mère devait s'occuper de sa mère à elle qui était en train de mourir. Ce qui Ok. fait que j'ai appris, il y a vraiment moins de 6 mois, que j'ai passé ma première année de ma vie dans un couvent. Ok, c'est ouf. Et T'es ça, un peu je bonne ne- sœur, en fait. Mais ça, je ne le savais absolument pas. C'est ouf. Il m'a dit, t'as grandi 1 an en Picardie. On t'a appris à parler français en Picardie là-bas. Tu parlais déjà? Bah, je gazouillais, je pense, au bout d'1 an, ouais. Non, c'est un truc de ouf. T'es un petit Égyptien Picard qui arrive en Picardie chez les bonnes sœurs, Jamais- quoi. T'as un parcours. Jamais dans ma vie, je me suis dit, ah, j'ai cette ligne Picard sur WAM. Mhm. Mais ça, en même temps, ouais, il faut juste que quand tu vas le processer, je pense que ça peut être des infos hyper. Ouais. Mais il faut aller chercher les infos. Et aujourd'hui, ma mère biologique, je lui parle plus parce que fuck, c'est pas possible de me faire ça, quoi. Ah, tu parles plus à ta mère Mais elle m'a biologique? pas du tout aidé pour mes papiers. Et genre, elle m'a laissé en galère.
Mais vous parliez avant de découvrir tout ça? Bon, on a eu des différends, va-t-on dire. Ah ouais, d'accord. Fin de la parenthèse sur les papiers. Ah ouais. Et du coup, on parlait de quoi déjà? Putain, je sais pas. En plus, j'ai envie d'en savoir plus maintenant. J'ai envie de te creuser. On fera un épisode de podcast en série où tu me poseras des questions. Ok, carrément, avec plaisir. C'est horrible, hein. Je te mets à ma place, voilà. Mais je déteste être à votre place. Mais Nash, elle m'a fait ce coup-là aussi à un moment. Elle a repris. Putain, Nash et Thomasy, ils ont repris le podcast contre moi. Ils me posaient des questions. J'étais en mode, mais je sais absolument pas quoi répondre à tout ça. Mais ouais, c'est dur. Moi, il y a des fois, j'ai pas envie de te répondre. Tu m'en poses, je me dis, attends, ça devient trop. Mais si t'as pas envie de me répondre, tu peux me dire non. Non, mais je rigole, mais. Mais quel enfer. Ouais, c'est un enfer. Non, mais parfois, j'aime pas aller trop loin dans les réflexions. Je sais pas, où je me dis, je vais raconter de la merde et je me censure, peut-être, tu vois, je sais pas. Je sais pas, il y a peut-être un petit côté. Du coup, ouais, on parlait aussi, si on parlait du fait que toi tu parles de ton père et de moi, je disais, ouais, j'ai plus envie que les gens, enfin, j'ai plus besoin qu'ils entendent certaines choses que besoin d'en parler, tu vois. Enfin, parler de ça. Puis tu me parlais, ouais, sur ton père, comment ça s'est mal passé, le fait qu'il soit par ailleurs narcissique, qu'est-ce que ça te fait ressentir, mais t'as pas encore trouvé les bons trucs. Et avant ça, si tu retombe sur un autre sujet, c'était comment l'école du One Man Show? Moi, je suis une balance. En fait, j'aime pas les écoles. J'ai pas trop kiffé. Ok. Mais par contre, c'est génial parce que ces écoles-là, vraiment, elles te servent à rencontrer des gens. Et moi, j'ai pas rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré une personne. Dans ma classe, c'est pareil. J'avais pas une classe très bienveillante. Ok. Et s'il y a des gens de ma classe qui nous écoutent, allez vous faire foutre. Non, je rigole. Let's go. Non, mais c'était pas de la bienveillance de ouf. C'était pas mal de. Moi, j'avais ressenti de la. Comment dire, presque de la compète. En plus, j'avais passé une audition où t'étais envoyé soit en première année, soit en deuxième année. Ouais. Et, voilà. Et ça, c'est abusé de relou. faire ça. Bah alors, à la fois, c'est abusé. À la fois, c'était cool parce qu'en première année, quand t'arrives en première année, apparemment, tu travailles pas tes textes tout de suite. Tu travailles des textes d'autres gens. Ça, franchement, c'est un truc qui m'aurait saoulé. Donc, j'ai été tout de suite en deuxième. Donc, tu travailles des sketchs d'autres personnes? Ouais. Genre, je sais pas, le sketch de Muriel Robin, ou j'en sais rien, j'ai pas. Ok. Tu vois, pendant genre 3, 4, 5 mois. Genre, je comprends non. la logique, mais c'est un peu vieillot comme manière de faire, je trouve. De ouf. Mais et parce puis que... surtout, on a peut-être déjà des choses à dire. Laissez-nous. Je pense que tu fais du stand-up parce que t'as envie d'écrire aussi. Ouais, mais ça me rappelle. Genre, je sais que par exemple, Jérémy Ferrari, son premier spectacle, c'était des reprises d'autres sketchs. Ah bon? Et ouais, j'étais en mode, mais c'est une dinguerie de faire ça, genre. Ouais, ok, je comprends, genre, tu sais, il y a encore des gens à Avignon qui font des hommages à des proches et qui reprennent des spectacles de des proches, mais je me dis, le gars est mort et c'est un moyen de faire perdurer son œuvre. Mais. Oui, ça, je comprends un peu plus. Ouais. Bon, c'est compliqué. Enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas l'intérêt de jouer les sketchs d'autres gens parce que clairement, ils ont écrit pour eux-mêmes et c'est des trucs qui sont censés être joués par eux-mêmes. Enfin, quoi qu'il y en a qui les écrivent pas tout seuls, mais. Mais je pense que, tu sais, genre, quand il y a encore, tu sais, tout l'humour en France, quand c'était beaucoup plus des personnages et tout ça, il pourrait y avoir un intérêt de, je sais pas, de reprendre Madame Sarfati, par exemple, tu vois. Ouais. De travailler le jeu, en fait. Ouais. Ça te ferait travailler le. Ouais. Pour moi, c'est plus genre une pièce comique, genre un vrai stand-up ou un one-man, tu vois. Ouais, possible. Mais moi, je me dis que quand tu commences le stand-up, t'as tout de suite envie de te connaître, de rentrer dans ton personnage. Parce que pour moi, le stand-up, c'est une discipline qui est tout autre que le fait d'arriver avec un personnage. Bah, c'est ça. Après, ça s'appelle pas l'école du stand-up, tu me diras. Ça s'appelle l'école du one-man show. Alors, remarque peut-être que, tu vois, c'est peut-être moi aussi qui n'étais pas au bon endroit. Non, mais... Enfin, vas-y, raconte le reste. Du coup, deuxième année, direct. Ouais. Et donc, j'ai été propulsée dans une classe de gens qui se connaissaient déjà vachement. Ouais. Et il y avait déjà un peu ce groupe des meilleurs, ce groupe de ceux qui bossent pas, ce groupe des gens qui sont déjà exclus et tout. Tu vois, il y avait un truc un peu... C'était combien dans la classe ? construit dans cette classe. Je crois qu'on était 15 ou 16. Je sais ouais, pas. ok. Et heureusement, il y a une nana qui a été en deuxième année avec moi. Et elle, on est toujours potes. Et genre, c'est genre une des plus belles rencontres de ma vie. Donc, l'école du One Man Show, pour ça, c'est trop bien. C'est Célia Bouy. Elle a un spectacle, elle a un One Man d'ailleurs, au Théâtre du Bout. Okay. Elle a fait les 2 ans là-bas. Moi, j'ai fait qu'1 an, je me suis barrée. Elle a fait les 2 ans. D'ailleurs, elle a travaillé derrière avec le directeur du théâtre pour la mise en scène et tout. Et voilà, elle joue toujours son One Woman Show. Elle est plus dans le One Woman Show. Okay. Tous les dimanches à 18h30. Elle s'appelle bisous, Célia Bouy. Ouais, elle déchire. Excellente comédienne. On fait la promo des copines. Ouais, non, mais elle est trop forte. Okay. Elle est incroyable. Et donc voilà, ça c'est pour ça que je suis contente d'avoir fait l'école, parce que j'ai rencontré Célia. Mais sinon, voilà, bon, on n'avait pas des profs. Maintenant, je crois que ça a un peu changé. Je crois que tu as des profs qui font du stand-up. Genre Odalisque et tout, elle est prof là-bas maintenant. Ok. C'est quelqu'un qui me racontait ça. Donc, à partir du moment où tu as des gens qui font de l'humour, je pense que ça devient plus intéressant. Moi, c'était des profs qui faisaient du théâtre d'improvisation. C'est intéressant, mais clairement, on n'était pas raccord. Une fois, on a eu Renaud quelque chose. Il a fait un podcast sur Stand Up France.
Je l'avais eu à un cours et lui, c'était vraiment la personne qui m'avait le plus intéressé parce qu'il parlait vraiment de stand-up. Il a traduit un livre. Renaud Savati? Non. Je sais pas, je sais plus. C'est pas grave. J'ai pas le nom des gens. Vas-y, parle, je vais essayer de trouver. Mais il a traduit le livre de Jared Voll qui s'appelle. Je ne sais plus non plus. Je suis très mauvaise en name dropping. Et il y a Internet. Ça sert plus à rien de savoir des choses alors que. Vive Internet. L'ordinateur le sait pour nous. Et lui, c'est lui qui m'avait parlé du livre là que t'as vu tout à l'heure, le livre vert, tu vois, pareil. Ouais, le How to... Ah, c'est quoi, c'est Stand-up comedy Step by Step. Step by Step, ouais, voilà. De Greg Dean. Greg Dean, exactement. Bien, ouais. Sans réviser, sans Internet. Comment il s'appelle l'autre Jared? Jared Voll. V-O-2-L-E. C'est un mec qui a étudié la créativité et tout. Il est pas mal, son bouquin. Après, je suis en train de le lire, mais ça me fatigue de lire des bouquins de stand-up parfois parce que ça me stresse. Ça me tend. On en parlait avec Maoulé dans l'épisode précédent. Ah ouais. Enfin, peut-être 2 épisodes, je sais pas encore. Ouais, du fait que moi j'étais beaucoup dans la lecture. Il me faut beaucoup de théorie pour comprendre la pratique. Et en fait, c'est ce que je disais il y a 2 ans quand je me mettais à lire tous les bouquins de stand-up que je trouvais. Et puis au final, je suis plus trop d'accord avec moi-même. Et ce qu'on avait dit avec Maoulé, c'est que les bouquins c'est cool, mais que c'est pas forcément ça. C'est pas forcément en lire plein qui va t'aider. Non. Mais que. En fait, le fait d'avoir lu, moi, plein de bouquins, ça me donnait énormément plus de connaissances dans l'appréciation du stand-up. Et que maintenant, je me mettais beaucoup à rigoler des blagues avant le reste du public parce que je comprenais là où la personne voulait aller, parce que j'analysais la prémisse et du coup, je fais « Ah putain, ton idée est archi marrante » avant même la punch. Et que c'était une manière aussi, pour moi, d'apprécier encore plus ma passion qu'est le stand-up et qu'est l'humour en général. Ouais, mais je suis d'accord. J'aime bien aussi lire du stand-up parce que j'aime bien théoriser un peu. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas trop le faire. Ou je pense qu'il faut trouver l'équilibre. En tout cas, pour moi, il faut que je trouve une sorte d'équilibre. Parce que... Et d'ailleurs, il en parle, Jared Voll. Il a une vidéo sur YouTube qui est très peu regardée, d'ailleurs, c'est un truc de ouf, où il parle de ça, de la créativité, du fait que plus tu lis des trucs, il y a une sorte de diagramme. Et genre, tu lis. Mais en fait, il faut pas que lire. Il faut aussi expérimenter pour trouver cet équilibre. Parce qu'en fait, plus tu lis, plus tu stresses et plus t'es pas bien. Enfin, en tout cas, pour moi, puisque t'as beaucoup de connaissances, mais tu sais pas les appliquer. Ouais, parce que ça m'a fait ça aussi beaucoup en musique et un peu en roller. C'est que, du coup, comme j'avais beaucoup lu de théorie, quand je me mettais à pratiquer, les bases que je maîtrisais pas, genre, je faisais de la merde et je comprenais pourquoi je faisais de la merde. Du coup, c'était pas du tout fun de faire le début. Alors que des fois, genre, quand t'as envie de pratiquer un truc, genre, si t'as envie de pratiquer la danse, juste du danse et tu trouves ça fun dans l'immédiat. Exactement. Et c'est après où t'as envie de t'améliorer, où tu finis par étudier un peu plus la théorie et trouver de l'intérêt à la théorie. Et moi, je pense que j'ai fait cette erreur-là. Enfin, je pense pas que ce soit une erreur. Je pense que c'est juste mon mode de fonctionnement et que c'est un peu plus dur psychologiquement. Mais de dire, ok, là, je vais faire des trucs basiques et je vais foirer mes trucs basiques parce que je vais comprendre, ça va pas me motiver, ça va pas m'amuser, mais il faut que je passe là d'un peu de souffrance pour progresser. Ouais, bah c'est ça que moi je veux plus. Je veux plus de souffrance, je veux plus rien qui ait du lien à la souffrance dans ce que je fais. Ouais, tu penses vraiment que tu t'as foi en le fait de plus souffrir en pratiquant? Bah là, je souffre actuellement parce que j'arrive pas à écrire. Mais je veux plus souffrir parce qu'en fait, je sais que plus je me prends la tête et plus je souffre en me disant « Ah, je souffre, je peux pas écrire », moins j'écris. Et plus je retrouve la légèreté et le plaisir, plus je suis dans le... Bah en fait, je n'arrive à créer que quand je suis clairement au moment présent à ce que je fais et pas à théoriser « Je devrais écrire quelque chose de drôle, je devrais avoir quelque chose là-dessus ». Moins je réfléchis, plus je suis détente et plus je vais écrire. Et parfois, je vais pas écrire du tout sur ce que je me suis fixé. Ouais, parce que je pense qu'on a... Enfin, moi, c'est le constat que je me fais, mais je pense qu'on a perdu un peu le fun d'écrire juste pour écrire. Parce que écrire pour écrire, c'est quelque chose de très bénéfique, à la fois thérapeutiquement parlant et à la fois juste dans le fait de c'est marrant de noir sur une feuille. Genre, moi, je suis content quand je noircis des feuilles. Moi, j'adore écrire. Mais du coup, si j'écris dans le but de quelque chose, bah, ça va me casser les couilles parce que je vais avoir l'impression de m'auto-évaluer tout le temps. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que moi, le step by step, ça n'a pas trop marché pour moi. Tu vois, me poser le truc de Greg Dean. Tu te poses, tu as un sujet et paf, tu dois trouver des vannes et tu dois te forcer à trouver des vannes. Mais j'y arrive pas à faire ça, quoi. Mais parce que c'est pas juste marrant en tant que tel. Enfin, moi, genre. Ouais, c'est pas marrant. Celui de Scott Dickers, Outright Funny, le premier qui parle beaucoup de surécrire des one-lines. Moi, je le trouve très marrant à faire. C'est très demandant, comment dire, cognitivement parlant. Mais c'est marrant de trouver un sujet et de le mettre ça dans les filtres marrants. Genre, il y a un système, c'est genre, tu prends ta prémisse, tu prends ton opinion, et tu as plusieurs types de filtres. Et tu mets ton opinion dans les types de filtres et ça te crée genre des vannes. Ok, ouais, mais je crois que j'ai vu cette feuille là. J'ai téléchargé hier après avoir écouté ton podcast avec Fanny Ruel.
Et moi, je trouve ça fun en tant que tel. C'est-à-dire que je pourrais faire ça souvent, mais comme ça me fatigue, bah, je flemme. Mais ça, je trouve ça beaucoup plus fun que juste aller dans la fonction de ok, je vais trouver des one-lines, je vais trouver des one-lines. Ouais, c'est affreux ça. Mais c'est vrai que genre juste le fait d'écrire, genre. En fait, c'est ça le fait de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout l'intérêt de faire ça avec des potes, c'est que des fois, c'est juste marrant d'écrire avec des gens, même si t'en fais rien après. Parce que Ouais, tu c'est passes vrai. plus un moment avec des gens. Je veux dire, moi, genre, je sais que j'ai progressé en roller juste parce que j'étais dans une équipe et que je m'étais créé une communauté et que c'était des gens que j'aimais très profondément. Et du coup, j'avais envie à la fois de leur en donneur, j'avais en fois envie d'être utile à l'équipe. Et du coup, je progressais, mais parce que je m'amusais avec mes potes. Ok, trop bien. Bah oui, mais en fait, je pense qu'on peut progresser que quand on est dans le plaisir du. Donc, si tu lis par exemple un bouquin en te disant, et moi ça m'arrive des fois, je suis un peu bloquée et je me dis, vas-y, lis un truc, histoire de tac, ça va peut-être t'inspirer. Mais je le lis en étant un peu stressée et en me disant, allez, allez, il faut que t'écrives, Natacha. Ouais, de ouf. Et ça, clairement, ça marche pas. Mais si tu lis dans le plaisir et que t'es dans le kiff, ça m'arrive des fois hein, d'ouvrir un bouquin de théorie. Je vais pas lire 3000 ans, mais rien que le fait de faire un peu, de lire un peu, d'être dans. Et là, j'aime bien. Et là, hop, j'ai des idées. Mhm. Mais ouais, clairement, faut être dans le plaisir. T'as lu Libérez votre créativité de la meuf de Cameron? Enfin, non, putain, je devrais pas dire ça, la meuf de. Elle s'appelle Julia Cameron. Ok. Et c'est un bouquin où elle te dit. Elle m'a donné une méthode. Moi, j'ai découvert ça il y a 3 ans et ça m'a libéré de ouf. Tous les matins, t'écris 3 pages. 3 pages d'écriture automatique. Mais c'est pas pour faire du drôle. Elle est vraiment dans l'idée de la créativité. Et t'écris. Et moi, je fais ça depuis 3 ans. Tous les matins, j'écris plus 3 pages. Hein, j'écris une page. Mais je noircis, en fait, de la feuille. Mais tu vois, le carnet, c'est quasiment que ça. Hein. Ah bah Mais voilà. par contre, j'arrive pas à me mettre une routine de tous les jours. Mais parce que j'ai un emploi du temps de gros bâtard. Ah ouais? C'est que je fais trop de trucs. Genre je rends trop de services à des potes. En vrai, genre, je m'occupe trop de faire la post-prod sur certains sujets, de faire potentiellement de la mise en scène, de la régie sur des plateaux, tout ça. Genre, et ouais, ça me prend beaucoup d'énergie, ce qui fait que quand j'ai du temps un peu pour moi, je me dis pas, allez, je vais travailler, tu vois. Je vais dire, allez, je fais une pause. Parce que j'ai besoin de Ouais, pause. bien sûr. Bien sûr. Et j'ai encore du mal à gérer le fait. Ça me fait plaisir de leur rendre service et je pense que j'ai eu cette chance d'avoir toutes ces connaissances-là au niveau technique et genre, je suis pour la répartition des chances et du coup, possibilité d'offrir mes compétences à des gens sans forcément leur demander de contrepartie. Juste pour dire, bah voilà, j'ai eu cette chance-là et je remercie l'univers et du coup, c'est ma manière de remercier l'univers. Mais j'ai un peu tendance à me négliger et un peu tendance à faire des petits burn-out, quoi. Ah, faut s'écouter. Hein. Ouais. C'est important. Mais je m'écoute, mais ça me casse les couilles que mon corps il parle autant en disant là on veut une pause et frère t'en as déjà fait une il y a 3 semaines, tu veux pas en continuer encore? Il me fait non, pause maintenant. Après, c'est bien. Au moins, tu fais des trucs, quoi. C'est important aussi de bouger son cul. Et puis surtout, ça va te revenir, ça. Tu vois, tu les aides maintenant. Et puis dans 10 ans, un jour, t'as un pote qui va te rappeler, qui va dire, tu te souviens, t'avais fait ça sur mon tournage et pas maintenant. Paf. J'espère. Bon, je pense que ça marche comme ça, la vie. Après, faut pas faire ça en attendant, mais... Du coup ouais, l'écriture, putain, j'avais un truc pertinent à dire sur l'écriture. Ouais, oui, parce que en fait moi je me suis réconcilié avec le fait de lire des bouquins de théorie parce que je sais que mes potes genre par exemple je vais citer Hugo parce que c'est la première personne qui me vient et que je l'aime beaucoup, mais genre Hugo lui il va pas forcément aller dans la démarche de Hugo Pêcheur Ok, ouais, je vois. et forcément d'aller lire des bouquins de théorie, mais moi je veux dire bah écoute, moi j'ai lu ça et t'as pas besoin de le lire, moi je le sais, donc je te partage ce que je sais. Ouais, c'est trop bien, ça. Et du coup je suis content d'avoir lu tous ces bouquins là parce que je veux dire dans Comedy Bible Judy Carter elle dit ça à la page 46 et du coup il est en mode ah trop cool, merci, j'ai pas à lire 46 pages de Comedy Bible grâce à toi, tu m'économises du temps. Bah ouais, c'est cool de pouvoir partager ses connaissances. Et d'ailleurs, moi, j'avais envie de te demander sur le campus, est-ce qu'on t'a donné des... Parce qu'en plus, en ce moment, je suis bloquée, j'arrive pas à écrire. Ouais. J'ai envie de m'améliorer, et j'ai beaucoup... Mais je pense que ça aussi, c'est encore une mauvaise façon de penser, de se dire, il faut que je m'améliore. Non, pas Je forcément. veux être plus drôle. Non, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est quelles sont les contraintes et à quel point tu t'autoflagelles si tu l'es pas tout de suite, quoi. Moi, je m'autoflagelle beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est une certaine tolérance et une certaine aussi prise de recul vis-à-vis d'accepter que la progression c'est pas quelque chose qui se fait ultra vite et que c'est pas un escalier. Enfin pour moi la progression je vois vraiment ça, genre t'as un plan, t'as une carte et tu veux aller d'un point A et un point B, sauf qu'il y a des gens qui arrivent à aller tout droit très vite, il y a des gens qui arrivent à aller tout droit très très lentement, il y a des gens qui vont très très vite mais qui partent un peu dans tous les sens, qui font des détours et que des fois tu t'éloignes un peu, des fois tu reviens un peu en arrière, mais ça veut pas forcément dire que tu régresses. Genre t'es constamment en train de faire quelque chose, c'est cool, mais il faut bien se rappeler que de toute façon il faut que tu mettes un pas devant l'autre si tu vas avoir un moment la chance de pouvoir te retrouver au point B.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je bien me sûr. suis perdu dans l'explication, c'était pas clair. Hein. Non, c'était très clair. C'est faux, arrête de mentir. Non, je te jure, j'ai tout compris. Point B, point A. Non, ce que je veux dire, j'en parlais avec Hugo aussi, qui me disait, ouais, j'ai l'impression de régresser. Je fais, non, tu régresses pas. Je pense que tu. En fait, ouais, pour moi, c'est pas un axe juste sur un point. C'est pas une droite. C'est pas genre tu montes ou tu descends. Ouais, c'est clair. C'est genre, si tu bides, c'est que t'es revenu un peu en arrière, mais que déjà sois content d'avoir mis un pas devant l'autre. Je dirais, il y a des gens, genre, juste, ils avancent plus. Ouais. Juste, ils font plus de scène. Ouais, Ils font plus rien. ouais, carrément. Non, je Bien disais sûr. pas ça à Hugo, je disais Mais- ça à Rémi Oliwan. Rémi Tadam. Enfin bref, on s'en fout. Mais parfois même t'arrêter en fait. Moi pendant un moment, parce que je te disais, j'ai commencé le stand-up en 2016, mais je me suis arrêtée. Ouais. Et je me suis arrêtée genre 2 ans, où j'ai déprimé sur mon canapé. Je suis Mmh. plus sortie, j'ai plus rien fait. Et en fait, je pense que c'était une étape de ma vie que j'avais besoin de passer, Juste repérer les lieux aussi, quoi. repérer les lieux de Ouais, mon je suis canapé. encore dans l'allégorie du plan et de la route. Bref. on s'en Ouais, fout. ah oui. Oui, c'est ça. Réussir à voir où t'es Ouais. et essayer de... Et savoir où t'en es, quoi. C'est Donc bon. parfois, chacun sa route, hein, comme on dit. Chacun son destin. Ouais. Non, mais c'est vrai, chacun son timing aussi. Et du coup, tu me disais le campus et toi, t'es bloqué dans l'écriture. Bah, c'est pas que je suis bloquée, mais là, si, c'est ça, ouais. C'est vraiment ce que t'as dit il y a 5 Ouais, minutes. non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai pas envie de me le dire, tu vois. J'ai pas envie de me dire que t'es bloquée, Natacha. J'ai envie de dire, c'est normal ce qui est en train de se passer. T'es en train de. Mais ouais, non, clairement. Et en fait, dès que j'écris pas de nouvelles vannes pendant genre 3-4 jours, je me sens. Je commence à rentrer en dépression. De ouf. Ok. Si c'est pas marrant, si j'ai pas envie d'écrire, je commence à me sentir mal et je commence à me dire, si je crée pas pendant quelques jours, je me sens mal. Et là, ça fait genre 3 plus même. Ça fait depuis mercredi. J'ai fait une vidéo mercredi, j'étais contente, ça m'a refait. Ouais. Et puis depuis, j'ai rien fait et ça me. Et du coup, le campus, tu veux me poser une question dessus? Bah ouais, je veux que tu me dises comment on fait, quoi. Tu payes 1500 balles à Shirley. Non, comment on fait? Ça va être le même truc que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, ce qui m'a motivé à écrire, même pas forcément à trouver des bonnes vannes, parce que ce que j'ai fourni au campus, c'était assez mauvais. Enfin, c'était assez expérimental pour le coup, mais c'était pas abouti. Mais moi, ce qui me donnait envie de me dépasser, c'est que j'ai les copains, les copines qui m'ont dit « Hey Georges, t'es un univers très farfelu, et tu nous fais trop rire quand t'es farfelu. » Du coup, j'ai en mode « Ah ouais, je vais aller explorer ça pour essayer de vous faire kiffer les potes. » Et c'est vraiment de me rappeler que si je monte sur scène, si j'écris des vannes, c'est pour faire kiffer à la fois les gens qui me sont proches, les copains, les copines stand-uppers, stand-uppeuses, mais aussi pour faire kiffer le public que je connais pas forcément. Et de garder cette motivation-là, je fais ça pour faire kiffer les gens. Ouais, de Tu rester bien dans ton délire, quoi, mais, à par toi. contre, je suis encore bloqué sur les sujets que j'ai envie d'aborder, de comment j'ai envie de l'aborder, quelle est la priorité des sujets dont j'ai envie d'aborder, parce que là, en vrai, je teste un passage sur le fait que j'ai rencontré Macron à l'UNESCO et qu'il a lâché 26 minutes Ouais, je l'ai vu. 26 minutes de discours sur la pornographie devant des gamins. Moi, ça me tue de rire, mais ça prend pas encore pour l'instant. Mais parce qu'en vrai, je me dis là, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je peux faire kiffer les gens avec ça? Est-ce que même moi, je m'en fous pas un peu? Genre, est-ce que ça reste pas à l'étape d'anecdote rigole? J'ai pas forcément il a mis du temps à venir. Ouais. Il était coincé. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent que je parle de ça? Est-ce que. Bref, j'en suis à cette étape-là. Où est-ce que je voulais en venir? Ouais, c'est le. Mais ça me pousse au moins à trouver un sujet et à écrire dessus. C'est-à-dire que même si ça s'aboutit à rien, même si les gens disent on sent pas les couilles de Macron, parle-nous de la ligne 13 et de Tinder, je fais au moins j'ai écrit là-dessus, je suis content, je voulais proposer, les gens ils m'ont dit non. Bon, j'ai progressé parce que j'ai trouvé des vannes. Ouais, surtout, ça bat pas les couilles. Je pense qu'il faut trouver encore l'axe où. Mais c'est vrai que c'est assez marrant. L'idée, elle est marrante. Ouais. Mais c'est ce que les gens me disent tout le temps. Ils me disent Georges, t'as des idées incroyables. Par contre, l'exécution, elle est pas là. Ouais, mais c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Hein. Shirley nous disait l'inverse. Elle nous disait que le plus dur, c'était de trouver les idées, mais que les punchs, c'était assez facile. Ah bon? Ouais. Ah bah putain, moi je pense que j'ai des idées, mais clairement, c'est pareil. Je pense que nous, on est dans la catégorie de personnes où les idées, c'est plus facile à trouver. Et que c'est pas forcément, genre, le cas de tout le monde. Ok. Genre, moi, j'ai vu des gens qui étaient très très forts à l'idée de puncher. Mais quand il s'agit de trouver une idée, un angle, alors que moi, des angles sur un sujet, je peux t'en trouver. Enfin, je sais que moi, dans mon Google Doc, genre, j'ai un angle par lettre et que des fois, l'alphabet, il suffit pas. Genre, j'arrive à Z assez facilement. Attends. C'est quoi cette histoire? Genre, par exemple, sur le fait de pas avoir de papier, genre, j'ai des tas d'idées dessus que je range dans un Google Doc où je fais ça, c'est l'idée numéro A. Enfin, l'idée A, l'idée B, l'idée C. Ah ok. Et après, genre, j'arrive facilement au bout de l'alphabet, ce qui fait que j'ai arrêté le fait de mettre des lettres. Ah ouais, donc en fait, tu d'un sujet, tu notes
tout ce que tu pourrais avoir comme idée dessus, c'est ça? Ouais. Attends, je vais te montrer, je sais pas comment... écoutez, les gens qui écoutent le podcast, vous me contactez sur Insta et si vous voulez, je vous fais un screen de ce que je montre à Natacha là maintenant. Mais j'ai besoin de lui montrer pour... tu peux meubler 2 secondes s'il te plaît? Et je meuble. Je vais déplacer je vais déplacer ma lampe. Mon Dieu, une vieille blague. Mais Tu ouais, vois, genre du coup, moi j'ai un dossier protocole ok. où j'ai accroche. Protocole, ok. Ouais, j'aime bien le mot protocole parce que ça fait très sérieux, ça me fait un Ouais, peu rire. c'est... Ça me fait un peu rire, le fait que ce soit le protocole, tu vois. Genre j'ai l'accroche, la prémisse, l'attitude, mes opinions, et j'ai les idées qui sont là. Ok. Et par exemple, si je prends l'idée E, c'est j'ai trop regardé des photos d'autres pays, la France a été jalouse, c'est pour ça qu'elle m'a quitté. Genre si je prends l'idée Q, c'est la prochaine étape, c'est qu'on va m'annoncer que je suis plus humain, tu vois. Et ça, c'est tous des angles sur lesquels je pourrais traiter ce sujet. Donc ça, c'est un angle, c'est un axe. Pour Pour moi, toi, ouais. les idées, c'est des axes? Ouais, pour moi, c'est axe, idée. Des fois, c'est juste des infos en mode c'est de la faute de Balladur parce que c'est le gouvernement Balladur qui a fait ça. Des fois, c'est juste une idée de vanne, genre je peux plus jouer à pierre-feuille-ciseaux parce que j'ai plus de papier, tu vois. Mais tout ça, genre après, j'essaye de les classer. J'ai fait ça sur un autre cahier chez moi, de genre la moins farfelue à la plus farfelue. Et je construis mon sketch de ok, je vais d'abord arriver avec une idée qui est pas très farfelue et je vais les amener de plus en plus loin. Hmm. Tu vois. Toute la théorie, elle est là. L'exécution est nulle à chier pour l'instant. Est-ce que je suis un peu dur avec moi-même? T'es Peut-être. dur avec toi, ouais. Mais je suis assez. Enfin, moi, ça me fait rire d'être dur avec moi-même. Enfin, je suis. Ok, genre, j'exagère, mais en vrai, je sais que j'ai pas cette image-là de moi. Ah, t'es pas comme ça, t'es pas vraiment dur non, avec toi-même. non, Ah en ouais, fait, c'est ok. pour moi, c'est genre. Des fois, je m'auto-déprécie, mais j'ai quand même une bonne estime de moi. Ouais, ouais. Alors qu'il y a ouais. des gens qui s'auto-déprécient, qui ont Vraiment la une pire mauvaise- estime de. ouais, Ouais, ouais. et qui disent ah non, mais c'est une manière d'exister. Enfin, c'est une manière d'évacuer, de faire rigoler. Je suis non, ouais, tu te détestes et c'est juste un painkiller, c'est pas un remède, quoi. Bref. Et du coup, moi, je fais ça. Ok, bah putain, bon alors moi j'ai pas du tout de protocole. Tu vois, très clairement, il y a rien d'organisé. Ouais. Je note de partout, j'ai des feuilles de partout, Ouais, ça part en live, Ouais, total. parce que j'ai 12 carnets en cours d'écriture là. Ouais, voilà. J'ai un carnet dans mes chiottes, j'ai 2 carnets dans mon sac. J'ai un carnet chez mon père, j'ai un carnet. En fait, j'ai un carnet par sac. J'ai mon sac de sport, j'ai mon sac, le sac bleu là. J'ai ça, j'ai plusieurs carnets dans plusieurs sacs comme ça. J'ai un Evernote, j'ai un Google Doc, j'ai mon bloc-notes sur mon Ah, téléphone. si, Evernote. Et du coup, à un moment, j'ai besoin de dire, ok, on va faire du rangement dans tout ça. Et ça, c'est l'endroit où c'est propre. Bah ouais, Je fais des guillemets. ok, d'accord, ok. Mais moi je pense qu'en fait, il faut peut-être traiter l'idée tout de suite et arrêter de tout noter. Ah ouais. Mm. Ah, je veux bien que tu développes. Bah j'ai l'impression, et j'entendais parler de ça dans un podcast justement, je crois que c'était dans Stand Up France, et il racontait de la magie des idées, tu sais. Parfois t'as une idée et elle t'excite de ouf, Ouais. tu vois. Mhm. Et si tu l'exploites pas tout de suite, ben 3-4 jours plus tard, elle sera plus très excitante cette idée. Ok. Et je me demande si... Parce que moi j'ai plein de matières, Ouais. mais en fait je me rends compte que c'est des choses que je vais peut-être jamais exploiter. Je vois. Parce que faut le faire tout de suite ou faut le faire ou tu le feras jamais en fait. Mais pour moi, genre, le fait que ça t'excite plus, c'est parce que tu la connais, cette idée-là, et que comme tu la partages pas à quelqu'un, bah, juste, tu t'y habitues. Tu crois? Ouais, Ouais, peut-être. tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est. Je vais tenter une allégorie, je sais pas du tout où je vais. Mais Vas-y. c'est comme si on se voyait tous à poil tout le temps. Tu vois? On serait trop habitué à avoir des corps nus. Ah, le vieux lapsus, trop habité. Non, mais on serait trop habitué à avoir des corps nus, et du coup, ce serait rien d'après. Enfin, rien de. Ce serait tellement familier que ce serait plus excitant finalement. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on se connaîtrait trop sous tous les angles. Oui, oui, Alors c'est juste le possible. fait de garder des vêtements, tout ça, et genre juste l'excitation de redécouvrir quelqu'un, même si c'est quelqu'un avec qui tu as déjà couché ou que tu as déjà vu nu, juste le plaisir de renlever les vêtements, de dire ok, c'est un moment qu'on partage là Ouais. tous les deux et tout ça, ça redonne de l'excitation envers quelque chose qui est familier. Donc là, l'allégorie avec la blague, c'est... L'allégorie avec la blague, c'est que si t'es la seule à la traiter, forcément, et que tu la connais, cette Ah blague-là, ouais, tu la vois plus... tu la vois déjà à Walp. Ouais, elle est... Alors que elle si est... tu Ah, partages c'est ce pas mal, ça. moment-là avec quelqu'un, cette personne-là va redécouvrir cette blague-là avec toi, et du coup l'excitation va renaître. Ah, c'est pas Je con, m'en d'où tire l'idée... pas là, si tu t'en mal. tires- Je Tu t'en m'en- tires vraiment pas mal. Tu t'en tires pas mal. Et je t'ai même pas posé la moitié des questions que je voulais te poser. Ah bon? Et je m'en fous, il va faire plus d'une heure ce podcast. Ah bon? Oh Ah là ouais. là, t'es sûr? De toute façon, ce podcast, qui va l'écouter, mon ami? Personne ne me connaît dans le stand-up. En vrai, mais il y a plein de gens qui découvrent d'autres personnes. Ah ouais? Genre, bah, j'ai le dernier exemple en tête, c'est Mourad le coach, big up à lui, qui me disait j'ai rencontré Eugénie au Fridge une fois, et du coup j'ai discuté, et genre ils sont partagés un peu des astuces, et ils se sont fait des compliments sur les act-out les uns des autres. Et c'est vrai que c'est
2 personnes que j'ai rencontrées dans 2 milieux différents et qui ont eu cette connexion-là grâce au podcast. Ah, c'est marrant ça. Et ça me fait trop plaisir. Bah en fait, je sais qu'il est un peu écouté par les copains, copines stand-uppers. Ok. Ça me fait peur. Ouais. mais parce que moi, il y a des gens qui connaissent des détails de ma vie très précis Ah ouais. et qui me disent oh Georges frérot, et je ne les connais pas du tout. Et qui me disent hey, quand est-ce que je viens sur ton podcast, et je ne sais pas qui t'es mec. Mais ouais, c'est flippant. D'autant que tu vois, il y a plein de trucs sur lesquels je ne parle pas encore sur scène, et du coup de les dévoiler en podcast avant de les avoir appréhendés sur scène, ou même il y a des trucs que j'osais pas raconter sur scène, par exemple le fait que j'ai grandi dans plusieurs pays. Ouais. C'est un truc que j'osais pas arriver et raconter ça parce que j'avais peur qu'on pense que je me la pète, ou j'avais peur que ce soit mal. Enfin, je sais pas, il y a des trucs que Et là, de me dire que je suis en train de tout te révéler parce qu'on est tous les deux dans mon salon et que je suis à l'aise, je suis en chaussettes et en jogging, mais que derrière les gens. depuis le début. Et derrière tout sera su. Bon, après, ça va, on reste. Mais bon. Après, ce sera su par le milieu, et je pense que ça peut t'apporter que des bonnes choses parce que là, t'as le temps de pouvoir expliquer tout ça. Alors que si t'arrives sur 3 minutes en mode j'ai grandi dans plein de pays, effectivement ça peut passer pour la meuf qui se la pète un peu. Mais là c'est pas le cas, genre t'as le temps de parler, d'expliquer, et si les gens sont là à plus de 50 minutes de podcast, c'est qu'ils sont un minimum attachés et qu'il y a une certaine empathie qui se crée de envers nous. Ah waouh, c'est beau ce que tu dis. Bah j'espère, enfin, c'est le but. Après je te promets pas des miracles, ça se trouve il y a 2 personnes en France qui vont écouter ce truc là et tu t'es juste confié sur des trucs devant 2 personnes. Ouais, dans tous les cas c'était un bon moment. Je pense qu'il faut jamais trop penser à la finalité et vraiment penser à ce que tu fais dans l'instant. Ouais. Moi je suis content juste de faire ça. Mais j'ai pas fini les questions que je voulais te poser. En tout cas merci, parce que je pense que ça me motive beaucoup à me dire que je vais contacter Gowon, ou même à écrire à plusieurs, parce que je pense que tu as raison là-dessus, et que c'est hyper important d'échanger. J'ai limite envie de me faire En fait, ce qui est chiant avec les humains maintenant, c'est que tout le monde est sur plein d'applis différentes. Et du coup, il y a des gens qui sont sur Snap, des gens qui sont sur Insta, et que si tu veux regrouper et faire, je sais pas, genre un forum, un serveur ou quoi que ce soit avec des gens, c'est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, je préfère WhatsApp, non, je préfère par message, tout ça, de ça. Bah, au pire, les gens, s'ils ont envie de faire partie de ton groupe, ils téléchargeront l'application qu'ils ont pas, et puis basta, non? Bah, j'espère. Mais du coup, j'aimerais bien juste, tu sais, faire un groupe Facebook en mode on met pas mal de stand-uppers qui sont chauds pour faire ça en club et d'écrire tous ensemble, quoi. Moi, je kifferais. Je suis là, Georges. Faut que je le fasse. Du coup, ouais. Comment tu penses que les gens ils te voient sur scène? Genre, c'est quoi l'image que tu dégages? Tu penses auprès d'eux? C'est une question que je me pose beaucoup. Let's go. Ouais. Et du coup, je ne sais pas, en fait. Ok. Comment est-ce que tu as envie que les gens te voient alors? Comme je suis. Et je pense que c'est un peu le problème de ma vie, c'est que j'ai l'impression qu'on me voit jamais comme je suis, ou en tout cas comme je pense être. Et gros manque de reconnaissance. Et comment est-ce que moi. toi tu te vois alors? Comment je me vois? Je me vois comme une femme absolument formidable. Okay. Non, je rigole. Je ne sais pas, je me vois comment? Je pense que je suis quelqu'un de... En fait, non. Comment j'aimerais être, plus, allez, que comment je me vois. Je veux être une personne énergique. Non, attends, c'est bizarre comme réponse. Non, pourquoi pas? Pourquoi c'est bizarre? Parce que c'était pas tellement énergique que je veux dire. Mais si tu veux, je veux être amour, quoi. Tu vois? Ouais, ok. Je me sens amour et je veux être solaire. Que ça, ouais, ou solaire ou non, ou... pas solaire. Bon, pourquoi pas un solaire, je prends, mais on prend toujours solaire, c'est quand même plutôt agréable. Mais ouais, vraiment quelqu'un qui accepte un peu et qui a envie d'englober. J'ai envie d'englober les gens. J'ai envie que quand je monte sur scène, les gens se disent ah, c'est ma pote. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais ça a trop marché avec moi. Hein. Ah ouais? Mais ouais. Ah, trop bien. Trop cool. Trop cool. Mais c'est exactement ce que je veux. Je veux qu'on se dise, putain, ok, la meuf est cool, on va kiffer, on va rigoler. Et déjà, j'ai envie de... bon, là, ce premier, c'est vraiment de faire rire. Déjà, de base, dans ma vie, de tous les jours. Déjà, toi, quand t'es venu, là, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire rire Georges. L'idée, c'est quand même que tu te marres, qu'on se marre. Même quand je vais chez le boulanger, j'ai envie... Franchement, c'est un peu l'objectif premier de ma vie, c'est de faire rire les gens. Même quand je suis sur mon vélo, quand je fais une drôle de tête et que je le fais pas exprès, mais qu'il y a quelqu'un à côté que je vois qui se marre, je kiffe. Même si ça se trouve, il s'est foutu de ma gueule. Hein. Ouais. Mais je kiffe qu'il se soit marré. Je kiffe l'acte de faire rigoler. Donc, j'ai juste envie de ça, quoi. Que les gens se disent, putain, j'ai envie de continuer à me marrer avec cette meuf. Et c'était trop bien d'être avec elle. J'ai envie qu'on se sente bien avec moi, ouais. Il y a un peu de ça. Et est-ce que tu as conscience, est-ce que tu entames un travail pour justement arriver à ce but-là? Ou tu penses que c'est quelque chose qui va se faire genre naturellement? Moi, je travaille sur moi, beaucoup. Et tu fais quoi pour travailler sur toi, par exemple? J'écris mes pages du matin. J'ai une routine. Ok. Donc, je fais une page d'écriture automatique où je fais vraiment
des trucs de... Comment dire? J'écris vraiment des trucs à la con, du genre j'ai de la valeur, j'aime, je suis amour, je suis bienveillance, je suis légèreté. Ok. Et tout ça, ça rentre un peu dans ma tête. Je médite. Ok. J'ai découvert la méditation il y a genre 1 an. Tu fais Et quel franchement, type de ça méditation? m'équilibre de ouf. J'utilise une appli. Franchement, je me fais pas chier. Ok. C'est l'appli, c'est Meditopia. Ok. Et du coup, je prends ce qu'il y a. Il y a écrit, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Peut-on toujours tout contrôler, tu vois? Et elle me dit qu'on peut pas contrôler les choses. Et je respire. Et c'est vraiment l'idée, c'est d'être dans l'instant. Ok. C'est ça, la méditation, ça te sert à ça, de plonger vraiment dans le moment présent. Genre ce matin, je suis allée un peu courir et je me suis baladée dans le parc pendant 20 minutes où je regardais les feuilles. Voilà, j'essaie vraiment de faire l'effort de, tu vois. Mais c'est hyper agréable en fait, tu lâches vachement prise et ça fait trop du bien. Et c'était quoi la question? La question, c'est qu'est-ce que tu fais comme travail sur toi, en gros. Ah ouais, et je suis allée voir une psy. Il y a 2 ans, je crois, j'ai commencé à voir une psy parce que j'arrivais pas à aller sur scène. Et du coup, il y a une fois, j'ai annulé une scène sur laquelle j'étais prévue. Et je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je veux faire du stand-up et que j'arrive pas à aller sur scène? C'est quand même hyper bizarre. Et du coup, je regarde aussi des guidances. Mais alors là, c'est complètement... Guidance. C'est des trucs d'astrologie. Ok. Je regarde ça sur YouTube et tout. Genre, c'est guidance de... Je suis cancer, par exemple. Et elle me dit, octobre, cancer, voilà ce qui se passe dans ta vie. Et elle me dit que tout va bien aller. Ok. Ou genre, une fois, j'ai regardé cette guidance et la meuf a dit, franchement, allez voir une psy, vous êtes une traumatisée de ouf. Et du coup, je me suis dit, ah putain, ouais, ça me parle. Je suis trop marre. Ok. Et du coup, j'ai vais voir une psy et je travaille beaucoup sur plein de choses sur moi. En fait, je parle à la psy pour être un meilleur être humain, quoi. Ok. Ok. Tu vois, pour arrêter d'avoir des inversions de choses. Enfin, genre, comment dire? Je te donne un exemple. Mais je sais pas si on va utiliser ça. Mais dans mon couple, par exemple, quand je suis en couple, je pousse, et j'ai fait ça toute ma vie, je pousse les gens à me gueuler dessus. C'est genre super chelou. Ouais, je comprends. Et je les pousse à bout. Et quand ils s'énervent et qu'ils sont là, mais putain, mais je te dis que je t'aime, bordel, tu me saoules. Et qu'ils commencent à pleurer et tout. Là, je suis rassurée, je me dis, putain, ils m'aiment et tout. Ouais, c'est genre la sincérité du sentiment, c'est-à-dire que quand tu vois que la personne est en perte de contrôle, c'est que tu sais que l'émotion, elle est sincère. Ouais, peut-être un peu de ça. Et moi, il y avait de la colère. J'avais besoin qu'on soit en colère contre moi pour que je sente que tu me kiffes et que donc je poussais les gens à bout. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce qu'en fait, c'est un truc de ouf. Je rendais les gens fous, clairement. Ouais. Et en fait, c'est une inversion psychologique. Je pensais que pour être aimé, il fallait qu'on soit en colère contre moi. Et tout ça, c'est des trucs que je travaille. Donc pareil, le jugement des autres. J'essaye de pas juger, tu vois. Mais bon, on est des êtres humains, évidemment, qu'on juge. Mais je travaille vachement là-dessus parce que j'essaye de pas avoir d'avis... Parce qu'en fait, j'aime pas qu'on me le fasse. Donc je veux pas le faire aux gens. Et j'essaye de m'améliorer. Non, je comprends. Et donc j'essaye d'être dans la bienveillance aussi. Et la gentillesse. Bah, c'est trop cool. Bah ouais. En même temps, il y a que ça de vrai, non? Ouais. Franchement. Ouais, enfin, j'essaie... Ouais, c'est genre, j'essaie vraiment de me dire que genre les défauts que j'ai, c'est pas ma personnalité, parce qu'il y a plein de gens qui me disent non mais cherche pas à changer, essaye plus de t'accepter. Je suis en mode non, au contraire, je pense que vouloir on peut s'améliorer. Ouais, je pense que c'est une bonne chose de vouloir s'améliorer. C'est pas parce que tu corriges un défaut que ça remet tout ce côté en cause. Bah non, moi je déteste les gens qui disent ouais, je suis comme ça, c'est comme ça. Je suis comme ça changera pas. Putain, mais ta gueule, change en fait. Ouais. On peut tous changer. Mais parce que je pense que justement c'est une mauvaise interprétation de accepte-toi tel que t'es. Ouais, non. T'es pas obligé de tout accepter non plus. Je veux dire, il y a des choses tu peux rien y faire parce que c'est toi, et c'est pas parce que les gens pensent que c'est une mauvaise chose que c'est une mauvaise chose. Mais s'il y a quelque chose qui te déplaît plus profondément, et si tu vois que tu fais souffrir les gens qui t'entourent avec ça, corrige-le. Tu gagneras forcément à le corriger. Bien sûr. Enfin, après, s'accepter tel qu'on est, c'est s'accepter à l'instant T. Ok, t'as fait une connerie, ok, t'as été comme ça, bon, accepte, passe à autre chose. Ça, je le comprends, tu vois. Ouais. Mais améliore-toi, ouais. Après, on n'est pas des robots, on n'est pas... mais essaye de faire mieux. En fait, fais de ton mieux à chaque instant, quoi. À chaque moment, fais du mieux que tu peux, Et tu peux toujours faire... Enfin, tu peux toujours faire mieux. Non, là, je ressemble à ma mère, mais tu peux toujours faire de ton mieux, voilà. Merci, Natacha. De rien. C'était grave cool. Ah ouais, c'est fini? Ouais. Ok. Ça te va? Ouais, très bien. T'as encore quelque chose à rajouter? Non, j'ai rien à rajouter. J'ai l'impression d'avoir parlé dans le vent. J'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi. Non, c'était trop cool. C'était trop cool. Bah, tu verras les retours. Tu verras les copains et les copines stand-upeuses qui viendront. Ils diront ah, c'est trop cool, je t'ai écouté dans le podcast de Georges, c'est trop sympa. Oh putain, tu crois? Est-ce qu'on a parlé de stand-up ou est-ce qu'on a surtout parlé de... Ah non, on a pas mal parlé de stand-up. On a un parlé peu des de deux, stand-up. ouais. Mais moi, j'aime bien que ce soit les deux. Ouais, ok. De toute façon, on n'est pas... C'est pas une masterclass qu'on fait.
Non, et en plus, franchement, moi, j'ai pas du tout le niveau de masterclass. Moi, je cherche des gens qui vont m'apprendre des trucs. Mais justement, et moi je pense que juste le discuter, ça peut permettre de créer, à la fois trouver des réponses et de créer une nouvelle réflexion vis-à-vis de nous et vis-à-vis des gens qui nous écoutent. Ouais, de ouf. Donc merci Natacha. Au nom de tout le monde. Merci Merci George. Natacha. Merci, au nom de tous. Un immense merci à vous d'avoir écouté ce podcast, merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.